je suis privé de René Char. Pour autant, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Florent Boudier pour 10 minutes pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il ne faut jamais se fier aux apparences, car nous voici devant un texte d'apparence technique, parfois même assez ardu, un texte relativement resserré puisqu'il compte moins de 30 articles, mais un texte, mes chers collègues, qui propose à notre Assemblée des mesures innovantes pour le transport ferroviaire, maritime et routier. Il ne faut jamais se fier aux apparences, disais-je, et l'opposition n'échappe pas à cette règle, puisque nous avons débattu d'une motion de renvoi, très franchement, en mystification. Mais dans quel but? Dans quelle intention? Si ce n'est pour remettre en cause votre propre travail, chers collègues de l'opposition. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Prenons donc l'exemple très longuement évoqué ce soir de l'écotaxe poids lourd, qui constitue l'objet essentiel, central du projet de loi. La précédente majorité parlementaire en a adopté le principe. C'était en 2009. Elle a pris la responsabilité, et notre groupe avait alors suivi dans un large consensus, d'instaurer cette nouvelle taxation. Elle a fortement argumenté à l'époque pour expliquer à juste titre son projet qui était aussi le nôtre. Et voilà que l'opposition vous donne, pardon de le dire, mais des vertus nouvelles, et même, d'une certaine façon, des vertus fulgurantes. Après 10 mois passés sur les bancs de l'opposition, vous traînez donc des pieds. Et vous ne souhaitez plus, dites-le, vous ne souhaitez plus appliquer le principe de l'écotaxe. Eh bien, chers collègues, ça y est, c'est un exercice périlleux et fallacieux auquel vous vous livrez, chers collègues de l'opposition. Dois-je rappeler les termes de la loi du 3 août 2009, la loi Grenelle I, qui précise, je cite, « Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 ». Dois-je ajouter, chers collègues, Christian Jacob, qui qualifiait lui-même l'écotaxe sur les poids lourds, il en était alors rapporteur, de mesure phare de la loi Grenelle I. Et puisque l'écotaxe poids lourd n'a pas été mise en œuvre dès 2011 et que la précédente majorité en a reporté l'application à 2013, c'est une mesure phare que vous avez trouvée sur votre bureau, Monsieur le Ministre, à votre arrivée au ministère des Transports. Qu'avez-vous d'ailleurs trouvé, Monsieur le Ministre? Vous avez trouvé un décret d'application, publié, je le disais il y a quelques instants, au Journal officiel le dimanche 6 mai 2012. La date parle d'elle-même. Vous avez trouvé un décret d'application qui avait cette particularité de faire l'unanimité contre lui, à tous les étages de la chaîne du transport de marchandises. Vous avez trouvé un décret d'application que la rapporteure pour avis au Sénat, Marie-Hélène Deségaux, sénatrice UMP de la Gironde, a elle-même qualifié de façon remarquable, vous avez raison, Monsieur le Ministre, devant ses collègues de la Commission des Finances, d'injuste, de complexe, d'inapplicable et d'illisible. Et vous avez trouvé, Monsieur le Ministre, un décret d'application, rappelons-le, attaqué devant le Conseil d'État, illisible donc, inapplicable, et pour reprendre les termes de notre collègue sénatrice, mais aussi le décret du 6 mai était donc de surcroît frappé d'insécurité juridique. Et donc, pour toutes ces raisons, il fallait remettre à plat les conditions d'application de l'écotaxe poids lourd. Et vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, dès votre prise de fonction, en lançant un tour de table avec tous les acteurs du transport de marchandises. Cette méthode a clairement marqué une différence avec celle qui avait prévalu jusque-là. Les acteurs de la chaîne du transport de marchandises que nous avons rencontrés d'ailleurs au cours de nos auditions, chère Catherine, l'ont clairement dit. Une fois la concertation établie, vous avez rapidement arbitré, Monsieur le Ministre, en faveur d'un dispositif d'application simplifié et plus juste, et vous avez également annoncé, vous le rappeliez, le report au 1er octobre de la mise en œuvre de l'écotaxe pour la faire précéder d'une expérimentation nationale à blanc. De cette concertation est donc né l'article 7 du projet de loi, avec un objectif essentiel,
Et il ne faudrait pas que nos collègues de l'opposition travestissent nos intentions. Alléger la facture fiscale des entreprises de transport routier. Et pour y parvenir, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour y parvenir, vous proposez un dispositif de répercussion du coût de l'écotaxe sur les utilisateurs du transport routier de marchandises. Ce n'est que justice, justice économique, justice fiscale, parce que, vous le disiez, 82% de nos entreprises nationales de transport routier de marchandises sont composées de PME de moins de 10 salariés, parce qu'elles sont le plus souvent fragiles et que leurs marges financières sont restreintes, et parce que nos petites entreprises de transport routier de marchandises font face à un contexte de crise qui ne les épargne pas, et je peux en témoigner dans ma circonscription du Libournais et du Pays Foyen. L'article 7 instaure donc un principe d'équité entre les chargeurs et les transporteurs. Il définit un point d'équilibre entre le nécessaire réalisme économique, la nécessaire protection de nos entreprises de transport, d'un côté, et l'enjeu de développement durable et de report modal, de l'autre. C'est d'ailleurs, de façon plus générale, notre conception de la fiscalité écologique. Solide sur l'objectif de développement durable, pragmatique face aux contraintes rencontrées par les acteurs économiques, tout en envoyant, et j'insiste sur ce point, un véritable signal prix, car c'est bien là que réside le système vertueux, mais nerveux peut-être aussi, incitatif, nerveux, la séance l'était tout à l'heure, indispensable à toute fiscalité écologique. Mais parce que, mes chers collègues, nous ne nous drapons pas dans nos certitudes, notre collègue Fabrice Verdier, rapporteur pour avis, a souhaité faire appel au principe fondamental d'évaluation des politiques publiques. Un rapport sera donc remis au Parlement par le gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014 sur les conditions d'application de l'écotaxe. Ce rapport sera le gage de notre pragmatisme et du contrôle effectif du Parlement. Pendant toute la durée d'application de l'écotaxe, nous devrons donc, Monsieur le Ministre, rester en alerte. Nous devrons être à l'écoute des professionnels, comme vous l'avez été, pour permettre des ajustements, des améliorations, des rééquilibrages, le cas échéant. Nous devrons aussi veiller à la réalité des coûts de gestion de l'écotaxe, qui s'élèvent, je le rappelle, et cela résulte du choix de la majorité précédente, qui s'élève à 20% des 1,2 milliard d'euros attendus de recettes de l'écotaxe. Mais le projet de loi ne saurait se résumer à l'écotaxe. Il a bien d'autres mérites sur lesquels je tiens à revenir. Je tiens tout d'abord à souligner les réelles avancées contenues dans la première partie du projet de loi en ce qui concerne le transport ferroviaire. Il fallait, mes chers collègues, mettre notre droit en conformité avec le droit européen qui impose aux entreprises ferroviaires de publier des comptes séparés de pertes et profits pour les activités de transport et celles d'infrastructure. Le projet de loi entérine bien sûr cette obligation, mais nos échanges, Monsieur le Ministre, ont permis d'aller beaucoup plus loin. Au terme du texte issu de la Commission, la SNCF sera désormais dans l'obligation de transmettre aux autorités organisatrices toutes les données relatives à l'exploitation du transport ferroviaire régional de voyageurs. L'amendement que j'avais proposé en ce sens a été adopté en commission. Il visait à aligner la position de la SNCF sur le modèle des délégations de service public. Je rappelle en effet que le Code général des collectivités territoriales prévoit que le délégataire d'un service public doit produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations d'exécution de la délégation de service public, ainsi qu'une analyse de la qualité du service. Il vous est donc proposé, à travers l'article 3 bis du projet de loi, d'étendre ce régime juridique aux relations entre la SNCF et les autorités organisatrices du transport ferroviaire régional de voyageurs. Avec une précision importante, désormais, la SNCF sera dans l'obligation de transmettre des comptes ligne par ligne, et ce, dès le mois de juin 2013. Vous le savez, la question de la vérité des coûts des TER est un vieux sujet de discorde entre la SNCF et les régions qui en ont la charge. L'article 3 bis issu de la Commission garantit donc une plus grande transparence sur ce point précis. C'est une exigence légitime dans un contexte où les régions s'appuient, je le rappelle, sur des outils fiscaux dépassés et sur une dépendance financière forte vis-à-vis de l'État. Je terminerai mon intervention, mes chers collègues, par les dispositions relatives au transport fluvial, maritime et aérien, mais deux dispositions en particulier. Je tiens tout d'abord à saluer l'ambition portée par l'article 23 du projet de loi, qui marque une réelle avancée pour la protection sociale des gens de mer, en appliquant les règles du pays d'accueil aux pavillons étrangers. C'est au fond tout le débat sur la fameuse directive Bolkestein qui trouve ici sa réponse
dans le cadre du transport maritime de cabotage, et c'est une mesure solide pour lutter contre les phénomènes de dumping social auxquels nos pavillons nationaux soient confrontés. Enfin, je voudrais souligner l'importance des modifications introduites par la Commission avec la création d'un titre 5 bis portant sur la logistique et dont l'initiative revient à notre collègue Gilles Savary. Il s'agit de réfléchir, comme l'a fait l'Allemagne, à une approche intégrée de la politique de transport en France, en lançant une conférence nationale sur la logistique dès avant le 31 décembre 2014. C'est une nécessité dans un pays de transit ouvert sur les 4 grands modes de transport que sont la mer, l'aérien, le ferroviaire et le routier. L'objectif de cette conférence nationale sera de rassembler tous les acteurs de la filière et tous les modes de transport pour établir un diagnostic de l'offre logistique française avec, en bout de ligne, l'opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait être annexé au SNIT. Pour conclure, permettez-moi de saluer le travail de Madame la rapporteure, chère Catherine, de Monsieur le rapporteur pour avis, des nombreux parlementaires qui se sont investis dans l'élaboration de ce texte. Soyez également remercié, Monsieur le ministre, pour la qualité de votre écoute et pour votre très grand souci de laisser toute sa place au débat parlementaire. Pour toutes ces raisons, il va de soi que le groupe SRC votera favorablement, très favorablement, sur ce projet de loi.